Est-ce que tu m'entends? Salut Robin. Ouais, je t'entends. Alors attends, je te mets sur l'écran principal pour qu'on te voit correctement. Cool. Bon, ben, bienvenue à toi, merci d'être venu. Il y a un petit peu de monde qui est là, hein. Il y a pas mal de monde qui attendait ta venue. Là, on Ok. est quasiment 150, ce qui est pas mal pour Twitch. Ok. C'est à peu près Bah, que salut. quand t'étais allé sur les streams la dernière fois, pour te dire. Ok. Bon, Voilà. bah, bon score alors. Ouais. Bonjour tout le monde et Ça, merci à toi de m'avoir invité. bah, c'est avec plaisir. Donc, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je rappelle, avec Anan, voilà, on se connaît, on a été chez les LR à l'époque pour la transparence. Voilà, je le rappelle à tout le monde. Donc, je vais la tutoyer, je vais pas faire semblant. Hein. Non, ben voilà, faut aussi dire les choses quand c'est réel. Donc voilà. Alors, on a beaucoup de questions qui ont été proposées, mais moi, je vais t'en poser une pour commencer. Yes. Euh, alors, attends, je cherche mes questions. Euh, alors, comment, et c'est une question que beaucoup de monde m'a posée, comment est-ce qu'on passe de coordinatrice chez les jeunes lors de la campagne avec Barnier dans la primaire de 2021 à opposition à un gouvernement Barnier en étant à l'UDR et en s'étant allié au RN lors des élections? Je t'écoute. Est-ce que c'est la Ouais. droite qui a changé ou est-ce que c'est tes positions qui ont évolué? Et ben, honnêtement, la réponse, elle est quand même assez simple. Ouais, c'est vraiment, je crois, le positionnement politique de Michel Barnier qui a changé. Moi, quand je me suis engagée pour lui en 2021, pendant la campagne pour la primaire des présidentielles chez les LR, il avait un discours qui était bien à droite, qui était la même ligne que je partageais et que je partage toujours actuellement. Notamment sur l'immigration, il avait des mesures quand même qui étaient assez fortes. Notamment une qui était hyper marquante, c'était un moratoire sur l'immigration. Donc vraiment stopper l'immigration d'un seul coup pour pouvoir réfléchir après à des données précises sur comment on la réorganise. Et en fait, de voir qu'aujourd'hui, il se retrouve dans un gouvernement où, bon, on a certes un Bruno Retailleau qui, bien sûr, a des propos assez similaires et assez forts, mais qui en soi est complètement bloqué parce que le ministre de la Justice, typiquement, bah, c'est quelqu'un qui est issu de la gauche, donc qui est favorable à une justice beaucoup plus laxiste, et notamment sur l'immigration. Donc voilà, c'est simplement que Michel Barnier a évolué pardon, sur ces positionnements-là. Et moi, je suis plus tout à fait en accord, mais ça ne change rien au fait que c'est un personnage qui est très sympathique et très humain, mais qui a visiblement changé de stratégie politique. D'accord. Donc, selon toi, si j'ai bien compris, Bruno Retailleau est dans une ligne qui lui est empêchée d'être appliquée par le ministre de la Justice, c'est ça? Ouais, bien sûr. Mais, et c'est là aussi une erreur que certains de mes collègues font souvent, à dire que Bruno Retailleau peut être notre porte-parole. Effectivement, c'est le cas parce que ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'on pense. Ce qu'Éric Ciotti propose d'ailleurs dans la majorité des propositions de loi sur le sujet, bah, de tout ce qui concerne l'intérieur, en fait, l'immigration, le narcotrafic, etc. Mais en pleine conscience, il a quand même intégré ce gouvernement-là en sachant pertinemment qu'il pourrait pas agir, qu'il n'aurait pas les moyens d'agir. Donc je le plains à moitié, on va dire, de sa situation. D'accord. Et du coup, ce gouvernement, toi, tu penses que c'est un gouvernement qui, au final, n'a pas les moyens de ce qu'il propose, ou c'est un gouvernement qui est là pour juste faire des annonces sans faire de choses concrètes derrière? C'est quoi ta vision et ton point de vue sur le gouvernement actuel, qui va peut-être pas durer longtemps par ailleurs, on en parlera juste après, mais C'est ça. Non, mais le gouvernement actuel, c'est le résultat des manipulations qui ont eu lieu pendant les élections législatives, en fait. Mon groupe politique, l'UDR avec le Rassemblement national, on est normalement la force politique en France parce qu'on est le groupe qui a obtenu le plus de voix des Français. Et avec les manœuvres qui ont été faites pendant les élections législatives, notamment, je pense au retrait de certains candidats de gauche, des candidats de la majorité présidentielle ou même de candidats LR qui se sont retirés au profit des autres pour nous bloquer, et ben on se retrouve avec un hémicycle qui est complètement qui peut pas fonctionner en l'espèce parce qu'on n'a pas de majorité claire. Et finalement, ce gouvernement-là, bah, c'est juste le résultat de ces petites alliances politiques pendant les législatives avec on a essayé de déjà qui a mis beaucoup de temps à s'installer, et on a essayé vraiment de contenter ou en tout cas de mettre le moins pire, à l'intérieur. On a quand même mis un gouvernement avec je crois qu'ils sont 40 ou 41, donc c'est immense avec des délégations qui n'ont pas de sens. Voilà, je veux mépriser personne, mais bon la sécurité, quotidienne, le c'est enfin, c'est quand même un sujet qui relève, du ministère de l'intérieur, donc je vois pas pourquoi on a rajouté cette thématique-là.
Voilà, je crois que ce gouvernement-là est éparpillé parce il y a eu un enjeu purement politicaire derrière et bah, sur les moyens d'agir, oui, effectivement, ils en sont pas aux capacités parce qu'il y a pas de majorité, au parlement, mais ça, ils le savaient pertinemment. D'accord. Et alors j'ai quelqu'un qui a écrit un message dans le chat justement par rapport au gouvernement, c'est Chilgad, qui du coup c'est une référence avec ce qu'avait dit Ciotti. Lui il Ouais. demande, est-ce que du coup c'est un gouvernement communiste? Je dirais plus, est-ce que c'est un gouvernement socialiste pour toi du coup? Ah oui, c'est un gouvernement socialiste à fond. Quand on voit le budget, ce qui est proposé dedans, il y a aucune remise en question de l'État, en tout cas de la gestion des finances de l'État et tout en gros se transforme en impôt sur les Français, soi-disant pour garder le même niveau de prestations sociales, ce qui est faux. En fait, les prestations sociales vont rester les mêmes si on vote pas ce budget-là. Donc oui, pour moi, c'est un gouvernement, socialiste, ouais. Et du coup là j'ai jamais dit qui réagit, qui me dit son discours est exactement le même que le RN, selon lui. Qu'est-ce qui te différencie du RN et pourquoi tu vas pas t'encarter chez eux aujourd'hui? Parce qu'on a un groupe quand même qui est distinct, qui s'appelle l'Union des droites pour la République et nous on a effectivement, on a un socle commun avec le Rassemblement national. C'est pour ça qu'on a fait une alliance avec eux pendant les législatives, parce qu'on considère qu'on a des priorités, sur la façon de sauver la France, parce qu'on considère vraiment que la France, elle est en déclin, qu'Emmanuel Macron a mis, le chaos dans ce pays. Donc on partage tout un socle, d'idées qui sont communes. Maintenant sur certains points, qui sont un peu plus minimes, en tout cas à mon sens, on a des différences. C'est le cas par exemple, sur les sujets économiques où l'UDR a des positions beaucoup plus libérales que, le Rassemblement national. Voilà, c'est le cas aussi sur certains sujets sociaux, mais pour autant, voilà, on est quand même obligé en soi d'avoir, une structure différente parce qu'on a vraiment des propositions qui sont différentes, mais ça nous empêche pas de travailler ensemble, à l'Assemblée et aussi pour les prochaines élections. Et alors du coup, ça me fait rebondir sur la niche LFI qui avait lieu donc la semaine dernière. Le RN, si le texte était allé au bout sans l'obstruction du socle commun et de la dont LR donc et les donc LR, MoDem, Horizon et macroniste, s'il n'y avait pas eu cette obstruction, le RN aurait voté pour l'abrogation de la réforme des retraites. Qu'aurait fait l'UDR et toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Nous, on aurait voté contre. Ça a été, c'est un sujet, qui est clair depuis le départ. À l'UDR, on n'est pas favorable à l'abrogation de cette réforme des retraites. On est d'accord avec le Rassemblement national sur le fait que la réforme, elle était imparfaite. La façon de la mettre en place, elle est quand même terrible d'un point de vue démocratique. Mais on a d'autres propositions, qu'on considère, efficaces aussi, pour, repenser le régime des retraites, notamment, réintroduire par exemple une dose de capitalisation. Ça, c'est notre philosophie. Et simplement, juste sur ce sujet-là des retraites, il y a un point que j'aimerais souligner, parce que je le trouve vraiment important. Effectivement, le Rassemblement national aurait voté pour le texte de la France insoumise, parce que c'est fidèle à leurs valeurs et que c'est un élément auquel ils croient. Mais c'est important de rappeler aussi qu'il y a quelques semaines, le Rassemblement national a proposé l'abrogation des retraites, pareil, en hémicycle, et que la gauche a voté contre, pour la simple raison que c'était proposé par le Rassemblement national et ça j'aimerais le rappeler parce que ça montre vraiment qu'en fait la gauche elle a pas du tout, à cœur l'intérêt des Français et l'intérêt des valeurs qu'elle défend, mais vraiment juste à cœur de faire de la politique politicienne sur un sujet qu'ils considèrent en plus, aussi important, quoi. Mais du coup, sur ce texte du Rassemblement national qui avait été donc retravaillé en commission, il y avait aussi la question quand même du financement. Euh, bon, le financement, est-ce qu'il est dans celui qui était proposé par le NFP, notamment par la France insoumise dans sa niche? Autant celui du Rassemblement national était encore moins détaillé et grosso modo l'idée c'est on verra comment on le finance quand on arrive au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une idée de c'était pas finançable, c'était pas réalisable parce qu'il y avait rien qui était chiffré, contrairement quand même à celui de la France insoumise. Non, il y a un contexte qui est particulier. Déjà, la niche du Rassemblement national, c'était la première, donc ils avaient peut-être, un peu moins de temps pour travailler les textes en profondeur. Maintenant, bien sûr que c'était finançable si, dans la niche LFI, la gauche a réussi à trouver des solutions de financement, je pense que le Rassemblement national en aurait trouvé aussi et c'était aussi, tout l'intérêt de le retravailler en commission, mais malheureusement, ils en ont pas eu la possibilité parce qu'en commission, la France insoumise et toute la gauche en général a fait de l'obstruction, exactement comme ce qui s'est passé en hémicycle, la semaine passée, pour faire en sorte de complètement dénaturer, le texte du Rassemblement national. Donc en fait, on n'aura pas le fin mot, de la proposition, du RN là-dessus. D'accord. Et plus globalement, est-ce que tu trouves pas qu'il y a une forme de facilité, si ce n'est de démagogie, à dire, bon, pour éviter l'article 40 et que
le texte soit discuté en niche, on va juste dire bon ben on va augmenter la taxe et la TVA sur le tabac. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de démagogie parce que globalement c'est quand même l'argument de facilité qui avait été évoqué par le RN, qui a pu être évoqué aussi par LFI à un moment et potentiellement qui sera évoqué par d'autres. Euh, vous, si dans la niche UDR il y a des textes qui demandent des dépenses supplémentaires, est-ce que vous allez dire aussi bon ben on va faire une taxe sur le tabac? Ah, alors ça, c'est important de le comprendre aussi, c'est que en général, c'est d'usage, en fait. Ça veut pas dire qu'au final, les charges et le prix du tabac vont augmenter, c'est d'usage de mettre cette dépense-là, parce que déjà nous, en tant que parlementaires, on n'a pas le droit de créer une dépense, sans la financer et les «taxes», sur le tabac, entre guillemets, ça fait partie des thématiques sur lesquelles on peut jouer sans grands enjeux, on va dire, parce qu'il y a quand même un sujet de santé publique derrière, mais ça, c'est un autre débat. Après sur les financements, non, évidemment qu'il y a quand même d'autres moyens de financer. Nous, on sait qu'il y a d'autres économies à faire, si on parle du budget de l'État, par exemple, on sait qu'il y a d'autres économies à faire ailleurs. Maintenant, vraiment, ça, c'est juste un détail pratique de facilité sur certains amendements. D'accord. Alors, je vais revenir rapidement sur l'UDR, du coup. Donc, là, le mois dernier, tu as été nommé secrétaire général du parti, si je me trompe pas. Ça consiste Ouais. en quoi? Et ben, ça consiste en gérer un peu, toute l'organisation interne, du parti. Là, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de responsables, départementaux, d'avoir des responsables aussi jeunes, de faire en sorte que les mouvements vivent à l'échelle départementale, qu'on arrive à recruter et qu'on ait aussi un siège accessoirement à Paris qui puisse, accueillir du monde et traiter des demandes. Voilà, très concrètement, c'est ça. D'accord. Siège qui, à Paris, si je me trompe pas, se situe en face du siège des Républicains. Tout à fait, il se situe place, du Palais Bourbon, en face de Vous, l'Assemblée nationale vous, plutôt. vous faites coucou au travers des fenêtres ou Bah, on aimerait bien leur faire coucou, mais il y a personne à l'intérieur, donc Ouf, d'accord. Et d'ailleurs, ben, on va parler de chiffres. Niveau UDR, les UDR, c'est combien de militants, c'est combien d'adhérents aujourd'hui? la semaine passée, on a passé la barre des 15 000 adhérents. D'accord. Sachant qu'on s'était fixé, comme objectif, d'ici la fin d'année d'arriver à 20 000, donc c'est assez positif. On a dépassé, Renaissance, le parti Renaissance en termes d'adhérents qui sont, je crois, à 8 000. Donc voilà, ça évolue bien. Il y a eu une grosse montée, à la rentrée parlementaire. On en a une nouvelle là pendant, le vote du budget, donc c'est aussi, symbolique pour nous de se dire que peut-être des gens rejoignent notre mouvement, grâce à nos positionnements sur le budget, par exemple. D'accord. Et alors, je sais qu'à droite, on fait beaucoup un procès en démocratie interne au parti de gauche et notamment à la France insoumise. La démocratie interne au sein de l'UDR, ça va ressembler à quoi? Est-ce qu'il y a des choses de prévues déjà en termes d'élections internes, de conseil national ou autre? Non, parce que c'est un mouvement jeune, donc c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui va advenir sur ce genre de sujet. Alors, pour l'instant, on n'est pas là, parce qu'on a quand même un nouveau mouvement, donc on peut pas se permettre encore d'organiser des élections. Maintenant, on a un bureau politique, qui est constitué notamment, et principalement aussi des candidats, aux élections législatives, donc ce qui donne déjà une bonne base. Au niveau des jeunes, on a structuré aussi un bureau qui a été, pour l'instant, nommé par le président. Ensuite, on réfléchit aussi, un peu, pour la suite. Moi, du coup, qui était aussi aux Républicains avant, heu j'ai un peu vu aussi la façon de faire de la démocratie interne dans un parti. Et je peux vous dire que c'est pas en organisant, une élection sur 2 ans que c'est forcément représentatif des besoins des militants et la preuve en est. Le parti des Républicains avait plus de ligne claire à la fin. On savait plus trop, qui suivre parmi les ténors donc pour moi ça c'est du détail et en tout cas moi, ma mission et mon rôle là-dedans, ce sera de faire en sorte que le parti soit fonctionnel surtout. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu grâce à la démocratie interne au sein des LR que Ciotti a pu prendre la présidence et faire le coup de Trafalgar qu'il y a eu avec le départ et la création du DR? C'est pas aussi parce qu'il a Ah, été c'était élu que derrière il y a pu y avoir ça. Donc, Oui, bon après, c'était les règles du jeu dans ce parti-là, mais ça veut pas dire qu'elles sont forcément bonnes. Et puis, tu l'as vu, hein, même si, soi-disant, d'accord, il y a une démocratie interne, dans ce cas-là, Éric Ciotti était quand même le président des Républicains et le mouvement, puisque en plus la majorité des militants ont suivi sa démarche, le mouvement aurait dû pleinement suivre la démarche d'Éric Ciotti, ce qui ne s'est pas fait parce qu'il y a quand même des espèces de cadres un peu qui ont tenu à garder la structure à tout prix. alors les choses étant faites, c'est une discussion un peu creuse, mais est-ce que aujourd'hui, quand on voit le déroulement que ça a pu avoir,
Est-ce que ça aurait pas été pertinent de consulter les militants avant de faire une annonce au journal de TF1 au 13h? Alors ça, c'est vraiment le reproche, que j'entends le plus souvent. Mais, déjà, enfin, on a tous, côtoyé les Républicains et en tout cas la base militante. Il y avait pas de sondage précis, à l'époque, mais on savait à peu près tous que la ligne, qui régnait dans les Républicains, c'était plutôt une ligne de droite forte et pas une ligne macro-compatible comme ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ensuite, il y avait un contexte qui était vraiment, de l'urgence absolue. Enfin, Éric Ciotti, il a pris cette décision-là avec, peu de temps, avec beaucoup de courage et encore une fois, le sujet, c'était de savoir est-ce qu'on est prêt, à de nouveau partir, seul, en mettant des candidats face à d'autres candidats patriotes, au risque, en fait, d'avoir un gouvernement NFP, au pouvoir et c'est un peu le calcul qu'il a fait et moi, je trouve qu'il a pris la bonne décision, en partant et en faisant ce choix-là délibérément et je regrette d'ailleurs que d'autres cadres n'aient pas suivi, tout naturellement sa démarche, alors que c'était pour moi du bon sens, en fait. D'accord. Et là, alors, en termes de chiffres, sur les députés LR qui ont suivi, il y en a eu donc deux, avec Christelle Lentorni et donc Éric Ciotti. Et au niveau du militant, tu disais tout à l'heure 15 000. Sur les 15 000, est-ce que vous savez en proportion la proportion potentielle de ceux qui viennent des Républicains? En proportion, non, je pourrais pas te dire. Moi, j'ai juste un exemple en Isère. J'ai la moitié des militants de la FEDLR de l'Isère qui ont rejoint l'UDER. Donc, c'est quand même assez symbolique. Après, je saurais pas te dire là, précisément, combien nous en rejoint. D'accord. Alors là, je sais que c'était une exception dans le cadre des dernières élections législatives. C'était généralement des duos UDR ou des duos RN avec la Ouais, répartition par circonscription. Il y a eu une exception. Il me semble que c'est la seule. C'est Laure Lavalette et Julien Argenteau. ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a vocation, dans le cadre potentiellement de futures législatives partielles, à se multiplier, se répéter avec des duos UDR, RN sur davantage de circonscriptions? Ce sera au cas par cas, mais ouais, nous, ça nous pose absolument pas de problème, hein, comme je te le disais, on travaille vraiment en collaboration avec eux. Donc, il y a évidemment, il y a des circonscriptions qui nous sont attribuées, des circonscriptions qui sont les leurs. Mais maintenant, si moi, la prochaine fois, j'ai envie de prendre un suppléant qui vient du RN, il n'y aura aucun souci. Vraiment, on travaille ensemble, donc ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Juste pour préciser, cette circonscription, donc, Laure Lavalette, en 2022, était déjà la candidate RN et Julien Argenteau était lui à l'époque le candidat LR. Donc, au final, ils se sont rejoints, sachant que lui a pris l'étiquette LR entre-temps et est devenu son suppléant, UDR entre-temps et est devenu son suppléant. Pour expliquer à ceux Oui, qui voilà. suivent. Voilà. Euh, alors, petite question d'un député qui était venu la dernière fois et avec qui il arrive d'échanger, Denis Masséglia, avec qui Ok. que tu as pu voir notamment dans la commission par rapport donc à Financement l'audiovisuel de. public, voilà. Ouais. Et il m'a posé la question assez cash, pourquoi est-ce que à l'UDR ou toi notamment avec la prise de parole assez acerbe que tu avais eue selon lui, tu n'aimes pas Ouais. France TV, l'audiovisuel public? Alors, moi, j'ai un problème avec l'audiovisuel public et je mets une précision quand même là-dessus, où je mets un peu à part l'audiovisuel public territorial, notamment les chaînes locales de France 3 et de France Bleu. Voilà, ça c'est la parenthèse. Mais oui, j'ai un problème avec l'audiovisuel public parce que je considère que le contenu qu'ils proposent, il correspond pas à ce que les Français demandent, que les Français payent beaucoup trop pour un contenu qui ne leur correspond pas et qu'il y a une espèce de propagande qui moi m'insupporte. Quand un dispositif est payé par de l'argent public, je considère qu'il y a un devoir quand même de pluralité ou à minima de neutralité sur certains sujets et l'audiovisuel public ne respecte pas ça. Il y a des émissions qui sont scandaleuses, je trouve, qui sont complètement orientées. Et en guise d'exemple, par exemple, en 2023, il y a eu 50% d'intervenants de gauche, d'élus de gauche qui ont été invités sur des plateaux des chaînes de France TV notamment, et pour 10% de personnes de droite. Donc c'est quand même. Enfin, moi je trouve ça ahurissant quand en plus on voit très bien que actuellement la France se droitise et que la majorité des Français votent à droite. C'est quand même scandaleux qu'on leur donne que 10% de ce en quoi ils croient sur une chaîne que eux-mêmes financent. Donc voilà, nous, notre position, elle est assez dure sur l'audiovisuel public.
mais c'est d'aller vers la privatisation de ce système-là, pour, bah, permettre, justement de relancer un peu de compétition, là-dedans et d'avoir du contenu, qui soit plus adapté. Et là, par rapport aux proportions que tu évoques, j'ai plein de monde qui me demande par rapport à quel chiffre tu peux t'appuyer là-dessus, quels sont au niveau des sources, où c'est que tu as eu de tels chiffres, c'est des travaux de commission ou c'est par rapport à des instituts ou autres? Non, c'est par rapport à des instituts, j'ai plus exactement la source en tête, mais je vous la retrouverai si tu voudras en reparler à un autre moment. Ouais, bah, je veux bien que tu me l'envoies, Mais voilà, c'est je leur ferai passer, ouais. c'est des chiffres qui m'ont été quand même envoyés par les administrateurs de l'Assemblée nationale, D'accord. donc c'est des chiffres. Ok. Et du coup, là, on m'a aussi posé la question, est-ce que tu adhères aux propos d'Éric Ciotti sur la tronçonneuse, en référence à Milei? Est-ce qu'il faudrait Ouais. débureaucratiser et faire preuve de maîtrise budgétaire? Est-ce que Milei, ça doit être un modèle dans sa pratique? Moi, j'ai pas de tabou là-dessus, c'est un peu comme, quand on nous pose, les mêmes questions sur, Trump ou Elon Musk. J'ai pas de tabou là-dessus, je considère que c'est des personnes qui agissent fermement pour le bien de leur pays et si, on peut avoir quelqu'un à la tête, de notre pays en France qui en fasse de même et ben, ce serait, une très bonne nouvelle et oui, évidemment qu'il faut, mettre un coup de tronçonneuse, dans cette bureaucratie à la française. On est complètement dépassé, par l'administration en France. C'est enfin, pour tout ce qu'on peut faire, pour tout ce qu'on voudrait, créer, toute démarche est compliquée. Pour, monter un cabinet médical alors qu'on est dans une période où il y a de plus en plus de déserts médicaux, c'est compliqué. Pour monter un dossier administratif, pour monter une entreprise, c'est très compliqué. Je vous dis pas ensuite sur toutes, les déclarations qu'il faut faire à l'URSSAF ou autres qui sont, enfin voilà, te tout le monde est complètement dépassé par les événements, d'un point de vue administratif. Et en plus de ça, on a, des interlocuteurs qui, soit ne peuvent pas répondre directement au public, ce qui agace profondément les Français, ou alors qui sont dédoublés. C'est-à-dire qu'on a des compétences communes, par exemple, entre la région ou le département, ce qui fait que c'est complètement illisible et il y a des économies à faire, de ce point de vue-là. C'est juste rendre, enfin nos relations entre les Français et l'État ou en tout cas l'administration beaucoup plus simples et beaucoup plus simplifiées. Mais du coup, l'objectif, c'est d'améliorer enfin, d'améliorer l'échange avec les administrations ou de désadministrer. Est-ce que l'idée, c'est d'enlever de l'administration? Ah oui, bah, c'est les 2. Pour moi, ça doit passer par enlever de l'administration, enlever des échelons, et évidemment enlever des postes. D'accord. Donc de la suppression de postes de fonctionnaires publics. Un Ouais, peu. de postes. Est-ce que sur cette position-là, donc du nombre de fonctionnaires, est-ce qu'Éric Ciotti s'appuie sur le programme de Fillon qui était de réduire d'un tiers le nombre de fonctionnaires? Je sais pas exactement de combien, Éric Ciotti veut les réduire, mais oui, on va vers une réduction parce que déjà on va proposer, un texte, je sais pas s'il en a déjà parlé dans la presse, mais sinon tu auras l'exclu, Allez, c'est qu'on parfait. va il en a peut-être déjà parlé, mais on va proposer la suppression des régions, et D'accord. une fusion de certains départements pour en faire des provinces, ce qui nous permettrait d'avoir plus que 3 échelons, l'État, la province et la commune et les COMCOM qui sont des cas un peu à part. Mais tout ça déjà permettrait de simplifier. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment bêtes peut-être et qui parlent pas forcément comme ça. Mais moi, je viens d'un territoire rural où parfois, juste pour refaire une route devant une habitation, parce qu'il y a plein de trous, on est obligé de contacter au moins 5 interlocuteurs parce que il y a une partie qui appartient à la commune, à l'interco, au département, à la région ou à l'État. Donc enfin, c'est illisible et enfin, c'est censé être un peu un gros mot de dire ça, mais vraiment la simplification, ça va être bénéfique à tous, et tout le monde attend en réalité. Donc en fait, l'amélioration par la simplification, du coup, si j'ai bien Ouais, compris. c'est ça. D'accord. Ouais. Et cette idée donc de comment dire ça, de créer les provinces, ça serait un nouvel échelon ou ça serait un échelon parallèle à celui des départements? Je comprends pas exactement. Ce serait un échelon, qui correspond au département, en fait. On va avoir sur certains territoires, bon le projet est pas encore, tout à fait ficelé parce que là, c'est un peu plus technique, mais il y aura sûrement des fusions entre départements qui mèneront à la province. Et est-ce qu'il y a potentiellement un redécoupage des départements qui est envisageable dans ce genre de cas? Parce que j'entends Non. beaucoup la critique comme quoi des fois les départements font pas face aux réalités territoriales des fois. Déjà on disait ça des régions, mais des fois ça se dit Ouais, aussi de manière plus précise quand on se penche sur les départements. Des fois voilà il y a cette chose qui est ouais. évoquée. Est-ce que c'est une possibilité aussi un redécoupage des départements parce que ça entraîne beaucoup de choses Ça peut derrière, être hein.
Oui, c'est ça. Ça peut être une solution, si on considère que certains départements, effectivement, correspondent pas aux mêmes enjeux sur tout le territoire. Maintenant, l'objectif aussi de la simplification, c'est de faire des économies et certainement pas de recréer des dépenses. Donc, on peut pas s'amuser aussi à refaire un nouveau découpage, qui engendrerait énormément de frais, ensuite pour renommer tout ça, rechanger. Donc, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est la simplification et surtout économiser de l'argent public. Et du coup, quid des intercommunalités? Les intercos, on garderait l'échelon, parce que pour l'instant, on considère que ça aide notamment en réalité les petites communes à avoir un revenu supplémentaire, en tout cas une aide, supplémentaire. D'accord. Donc, commune, interco, province et Ouais, État. c'est ça. Ouais. D'accord, on passerait en 4 échelons. Ok, c'est intéressant. Alors, je te confirme que ça avait été évoqué nulle part. Donc, OK. je te confirme que ça donne avant Eric. Ah Voilà. bah, voilà. Merci à toi. Alors, autre sujet plus personnel peut-être. Question qui m'avait été évoquée. Pour quelle raison on s'engage si jeune en politique et là davantage à l'époque où tu étais à LR du coup? Qu'est-ce qui a fait cet engagement? Bah, moi, mon engagement, c'est très, très simple, c'est, l'école et notamment les cours de sociaux. Où on nous apprenait, tout simplement le concept, horrible de Bourdieu, qui s'appelle la reproduction sociale et on nous expliquait qu'en fait, en France, il y avait pas d'ascenseur social, que, si on naissait dans un certain contexte, on y resterait et moi, ça m'agaçait profondément parce qu'en plus, on nous disait que, les plus touchés étaient les personnes, avec des origines et les femmes. Ah moi, ça m'agaçait parce qu'en fait, je considérais que, bah, si je me donnais les moyens et si je travaillais suffisamment, je pouvais m'élever socialement puisque la France nous offre à tous l'opportunité, d'avoir des outils pour réussir, des outils pour apprendre et pour évoluer. Donc je voyais pas pourquoi, on était obligé de rester, dans la même case et donc ça s'est fait un peu comme ça au départ où je faisais des débats, avec mes profs et j'ai eu un camarade de classe qui était lui déjà engagé chez les Républicains et qui m'a dit: «Vu ce que tu défends en classe, peut-être que, le parti politique Les Républicains va te plaire. Si tu veux, tu peux venir à une réunion». Donc je l'ai accompagné. C'était une réunion avec un sénateur de l'Isère qui m'avait, beaucoup plu parce que pareil, bah, il avait un discours, très basé sur le travail, sur la méritocratie. Donc je dirais que c'est vraiment ces valeurs-là au départ qui font que je m'engage et ensuite j'ai rejoint aussi l'Uni après, quand je suis rentrée à la fac. Où là, c'était, aussi par un souci de contradiction au départ parce que vraiment les syndicats de gauche, notamment à Grenoble, sont hyper présents, et diffusent, des messages qui sont, honteux et haineux, à longueur de journée. Donc moi je voulais un peu pousser le challenge et essayer de montrer aux étudiants de mon âge qu'il y avait, une autre façon de penser qui était bien mieux que celle, que la propagande, majoritaire. Voilà. D'accord. Et du coup, alors autre question de la même personne sur ta page Wikipédia. Alors attention à ce qu'il y a Ouais. marqué sur Ouh là! Wikipédia. Oh, apparemment, tu as un surnom qui est éponge parlementaire. Est-ce que c'est vrai et à quoi ça fait référence? Ouais, ta page Wikipédia, il y a tout un paragraphe sur comme quoi tu serais une éponge parlementaire. À quoi ça fait Ça veut référence dire pour quoi? toi? Bah, alors, je vais te dire ce qu'il y a exactement écrit là-dessus. Vas-y, parce que je l'ai Ananas pas vu Mansour. moi. Ah non, mais t'as tout un paragraphe dessus. C'est assez Ananas Éponge Mansour. parlementaire, Ouais, c'est ouais. quoi? Euh, c'est tac tac tac. Je cherche. Euh, T'as milité. Le présent, alors c'est Yannick Noder qui te présente comme une éponge qui apprend vite avant de te désavouer, dénonçant l'alliance RNLR. Et il y a marqué Anand Mansouri fera toutefois sien le sobriquet d'éponge parlementaire se fondant sur son jeune âge pour montrer aux jeunes que le travail paye. Alors je sais pas quoi ça ferait référence à Ouais, tac 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 23 ans étudiant patriote à une déclaration dans France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà donc de Yannick Noder. ouais Bah, donc honnêtement, j'arrive pas à savoir si c'est positif ou négatif. Ça peut être positif si ça veut dire que j'apprends vite. ouais. Mais ouais, je comprends pas trop le sens de la phrase. Mais après, oui, effectivement, moi, je m'imprègne beaucoup, bah, avant d'être députée, j'ai beaucoup travaillé avec des élus, et j'ai, essayé de m'imprégner au maximum, de ce qu'ils pouvaient proposer quand, je considérais qu'il y avait des choses qui étaient bonnes, et de aujourd'hui les réappliquer. Enfin, c'est très utile pour moi maintenant pour savoir,
quoi faire aussi de mon mandat. Donc oui, dans ce sens-là, oui, on peut dire que je suis un peu une éponge. D'accord. Et alors, du coup, je vais sauter un peu du coq à l'âne. S'il y a dissolution l'année prochaine, t'es à nouveau candidate? Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Je me suis engagée dans mon territoire parce que c'est un territoire qui me plaît, qui fait partie de chez moi et je pense qu'un an, ce serait pas du tout suffisant, pour essayer d'accomplir, tout ce que j'aimerais faire, même si le contexte Ah, ça, c'est en train de couper. Ah, on a perdu Anan. Alors, je pense que ça doit être sa connexion, c'est pas chez nous. Hop là, connexion. Désolé, je vais quitter l'appel. J'ai pas de connexion, elle me dit. Ah, euh, peut-être couper et relancer l'appel. Je vais peut-être couper. Alors, ah, elle se reconnecte. Ah, ça y est, c'est bon, pardon, j'avais plus de co. pas de souci. Heu, du coup, ouais, je sais plus, Si où tu j'en te étais. représenterais s'il y avait dissolution du coup. Ouais, 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 bien sûr que je me représenterai. Je suis très attachée à mon territoire et un an, ce serait pas du tout suffisant pour faire tout ce que j'ai envie d'accomplir, en tant que députée. D'accord. Et faut que je voulais dire. Si, et s'il y a une dissolution, il y aura un accord similaire la prochaine fois, du coup, ou pas? Ouais, Ouais, bien sûr. ça reste sur la même base. On repart sur ouais, on fait la même alliance, ouais. D'accord. Et alors, tu es pas sans savoir que dans ton département, du coup, il y a une législative partielle qui va se tenir mi-janvier. Si je me trompe pas, c'est le 12 et le 19 janvier. Est-ce que tu vas faire campagne Ouais, pour le candidat RN ou UDR? Non, je crois que c'est UDR, il me semble. c'est UDR, ouais. Ouais, bien sûr que je vais faire campagne. Le candidat UDR qui s'appelle, Alexandre Lacroix, qui est un entrepreneur, brillant, sur le territoire. Il a déjà fait une superbe campagne, la dernière fois, il a rejoint, l'UDR, directement. Donc oui, je vais aller l'aider, sur Grenoble parce qu'en plus, symboliquement, c'est très, très important pour moi. C'est un territoire qui est vraiment de gauche depuis de nombreuses années et malgré tout, j'ai quand même envie de montrer qu'il y a, un certain électorat de droite sur place et voilà, on a déjà prévu, quelques événements pour aller soutenir Alexandre Lacroix, ouais. Et est-ce que face à Piolle, il y aura une candidature au municipal? Ah ben, Alors alors, c'est pas pour rappeler, tu as quand même été responsable de l'Uni à l'université de Grenoble-Alpes. Tu es député aujourd'hui de l'Isère. Est-ce que il y a une continuité dans le combat que tu mènes à Grenoble euh, à te présenter toi ou être candidate sur une liste face à Eric Piolle? Alors, pour l'instant, non, parce que moi, ma circonscription, elle est pas, sur Grenoble, que ma priorité, c'est vraiment ma circo. Maintenant, évidemment que, j'ai envie de pousser une liste, sur Grenoble face à Éric Piolle, parce que je pense qu'on a un créneau, non pas pour gagner la ville, mais en tout cas pour avoir un certain nombre d'élus au conseil municipal et poser une 1re pierre. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore fixé, mais il y aura une liste, UDR, à Grenoble, je peux te l'annoncer. Ok, bon ben pareil, on note. UDR ou UDRRN fait UDRRN. ensemble. Oui, voilà, j'imagine. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une question qui vient de m'être envoyée par Discord. Alors, tout d'abord, bravo pour votre courage politique d'avoir rejoint l'UDR. Peut-être que nous avons avec vous en politique quelqu'un qui suit ses convictions plutôt que ses intérêts. Bon, la question va plutôt dans ton sens, je trouve. On peut dire ce qu'on veut de Monsieur Ciotti, mais il a le courage de faire ce qu'il a fait envers et contre tout. J'admire également votre ténacité face aux attaques principalement gauchistes. Je relis ce qu'il a écrit envers vos Ouais. origines. Vous êtes tout simplement française et vous revendiquez fièrement. Je n'aurai qu'une question. Comment pouvons-nous renouer avec tous nos compatriotes afin qu'il n'existe plus qu'une seule communauté, une communauté nationale française une et indivisible? Voilà. La question est Ouais. très... Et voilà. Ouais, Alors, bah, écoute, c'est un gros, gros, gros chantier, qui va passer à mon avis déjà par l'éducation, par ce qu'on nous enseigne à l'école. Je crois qu'on n'insiste absolument pas assez, sur l'histoire de France. On a des connaissances, assez mauvaises là-dessus et il faut, renouer avec, une espèce d'épopée nationale, pour nos enfants, pour leur permettre déjà d'avoir des repères sur, ce qu'est la France et ce qu'elle a accompli.
Ensuite, c'est aussi réapprendre euh, à ne plus raisonner en termes communautaires comme le fait la gauche, en fait, et en expliquant par l'éducation civique aussi à l'école, qui est aujourd'hui un enseignement obligatoire mais non noté. Et pour moi, c'est un scandale parce qu'on nous apprend quand même à être des citoyens. Donc, il faut à un moment donné qu'il y ait un peu de concentration dans ces cours-là, de nous réapprendre les valeurs de la France et de nous apprendre aussi le concept d'unité nationale qui est quand même assez simple. C'est que chacun a la confession qu'il souhaite chez lui, mais qu'en en société, on doit le montrer le moins possible, ce qui nous permet d'être tous français sans aucune distinction et de pouvoir vivre en fraternité. Enfin, c'est quand même des thématiques qui sont assez simples, mais qui ont été complètement vulgarisées alors que c'est la normalité pour moi. C'est la normalité de pouvoir dire qu'on est tous français et que oui, c'est assez simple, ça repose juste sur le fait de reconnaître une histoire commune et de respecter les lois de la République. D'accord. Tout à l'heure, on a regardé ta première intervention à l'Assemblée, donc la QAG qui parlait Ah oui. du drame qui s'était passé à Paris, au, au bois de Boulogne avec cette étudiante qui avait été tuée. Et quelqu'un voulait réagir sur ça, notamment Tilgat qui te pose une question. Bon, ça, du coup, ça contrebalance avec la question précédente. Ouais. Vous vous défendez de faire de la récupération des faits divers. Comment qualifiez-vous le fait de ne commenter que les faits divers lorsque les mises en cause sont des étrangers ou issus de l'immigration? Alors, Alors, déjà, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Il y a une de nos compatriotes qui s'est fait tuer par un étranger, donc moi je considère pas que ça rentre dans la case fait divers. Et ensuite, ça, c'était l'argument de la gauche tout au long de ce débat-là, mais le rôle du politique, à un moment donné, c'est aussi de mettre en lumière des événements qui se passent sur le territoire national pour porter une réflexion globale. Et donc, on a besoin malheureusement d'exemples, hein. Moi, je m'en serais bien passé de cet exemple-là à titre personnel, mais on a besoin d'avoir des exemples comme ça, de les mettre en lumière pour réfléchir ensuite à comment éviter que ça arrive de nouveau, tout simplement. Ce qu'a vécu Philippines, c'est un drame qui aurait pu être évité d'une façon très simple, c'est que son agresseur soit renvoyé dans son pays comme ça avait été prévu d'ailleurs et ça n'a juste pas été appliqué. Et moi je trouve ça particulièrement scandaleux, ça m'a vraiment touchée pour le coup parce que c'était une jeune femme qui avait vraiment toute la vie devant elle, qui avait quasiment mon âge, qui a l'âge de ma sœur et je tolérerais absolument pas que ça arrive à l'un de mes proches, comme j'ai pas du tout toléré que ça arrive à l'une de mes compatriotes comme ça. Et surtout que Philippine n'est pas du tout la première à vivre un drame pareil. Il y avait Lola avant elle. Et on est obligé aujourd'hui de nommer, de parler des choses, de dire la vérité, en fait, tout simplement, si on veut qu'un jour des solutions soient apportées. d'accord. Et alors, je vais rebondir sur un fait divers ou de société, du coup, c'est toi qui vas me dire, qui est beaucoup évoqué en ce moment, c'est l'affaire Pellico. Ouais. Euh, fait divers ou fait de société, et pourquoi? Bah, c'est un fait de société aussi. C'est parce que ça met tellement comment dire? Ça pose tellement de questionnements sur l'humanité en tant que telle. Comment est-ce qu'un époux peut faire vivre une horreur pareille à sa femme? Il y a tout un sujet là-dessus. Comment autant de personnes peuvent être appliquées dans une telle affaire? Madame Pellico, elle a vécu un drame pas possible. Et pareil, elle le met en lumière avec courage. Pour le coup, elle est pas politique, mais elle est témoin et victime d'une horreur qu'elle met en lumière délibérément, exactement dans la même démarche, pour faire en sorte que ce qui lui est arrivé ne se reproduise plus, notamment sur le cas pardon, je sais plus comment on appelle ça, heu, La soumission chimique? la soumission chimique, voilà, pardon. Sur le cas de la soumission chimique qui est un vrai sujet et qui devrait pouvoir être détecté par des médecins beaucoup plus rapidement aussi. Donc oui, c'est un vrai drame. Évidemment que je le condamne, même si j'en ai pas parlé à l'occasion d'une QAG, ça a déjà été abordé par d'autres collègues et ça fait l'objet aussi d'un procès actuellement, donc c'est quand même pris sous l'œil judiciaire, là aux Philippines, eh ben, en fait, on ne pouvait pas attendre de suite parce que sa mort a été déclarée directement après, quoi.
Et du coup, là, une question qui rebondit un peu sur les deux sujets qu'on vient d'évoquer. Avec les sujets qu'on vient Ouais. d'évoquer, qu'est-ce que tu penses de l'éducation sexuelle à l'école qui semble aujourd'hui être nécessaire? Je pense que ça fait référence à un peu la polémique et le sujet qui est en ce moment sur l'évocation de théorie du genre Ouais. au Sénat lors d'une KG de Max Brisson, notamment sénateur des Républicains. Quelle est la position de l'UDR sur l'éducation sexuelle? Ah, là, c'est au primaire, il me semble même, sur Ouais. cette partie. Bah, moi, je suis favorable à ce que ces enseignements-là soient donnés, parce que, notamment en fonction des familles, et cetera, c'est pas forcément des sujets, qui sont toujours abordés et je pense que c'est bien d'avoir un œil scientifique et préventif, là-dessus. Maintenant, la majorité des cours, d'éducation sexuelle sont, dispensés par, soit des associations, qui sont, les associations pour la plupart, de gauche, militantes, soit par le planning familial qui est pareil, bon, une structure, scandaleuse aussi qu'on paye par nos impôts, mais qui, passe son temps à faire de la propagande notamment, en guise d'exemple, il y a quelques années, ils avaient fait une pub, avec un homme enceint en disant que c'était normal de faire ça. Parenthèse fermée. Tout ça pour dire que les enseignements qui sont donnés aujourd'hui aux enfants, ne relèvent absolument pas de l'éducation, heu, sexuelle et de la prévention, mais plutôt de la propagande, sur, toutes les théories de genre effectivement, qu'on leur explique dès le plus jeune âge qu'ils peuvent, qui être un garçon mais se sentir fille. Alors c'est des questions qui traversent même pas l'esprit quand on est un enfant, normalement de savoir si on veut être un garçon ou une fille. Hem de leur, expliquer, plusieurs, pratiques sexuelles, différentes, alors que je crois que la prévention, c'est quand même simplement expliquer un fait, biologique à des enfants, leur expliquer le principe, par exemple, de consentement aussi à l'acte, leur expliquer que, il y a une, C'est ce un que j'allais ça marche c'est ce sur quoi j'allais ouais, rebondir, c'est que quand même, il faut pas oublier que cette loi, au-delà peut-être des déviances que tu dénonces, il y a quand même la volonté au travers de cette éducation sexuelle de faire énormément de prévention sur des thématiques qui sont les VSS et l'inceste, notamment chez les plus jeunes, ouais, chez des enfants qui mais n'ont pas conscience de ce qu'ils peuvent subir. ah, mais c'est pour ça que qu'il y a tout un intérêt à en avoir. Mais tout ce que je dis par contre, c'est qu'actuellement, c'est pas mis en place. C'est pas ce qui est appris aux enfants. Il y a pas de protection de l'enfance, sur les sujets d'inceste, ou, sur, les sujets de violences sexuelles, parce qu'en fait, on explique aux enfants qu'ils ont la capacité, d'identifier leurs besoins sexuels dès le plus jeune âge. On leur explique qu'ils peuvent, changer de genre. Enfin, c'est toute une propagande wokiste qui, au contraire, aurait même un effet pervers d'ouvrir, des enfants très, très jeunes à la sexualité, sans expliquer, de façon claire et nette les vrais dangers qu'il y a là-dessus. Après, est-ce qu'il y a des enregistrements avérés ou des choses qui vont dans le sens de ces affirmations qui Bien sûr. prouvent donc on a des enseignants ou des infirmiers scolaires qui viennent et qui disent tout ce genre de choses. Est-ce qu'il y a Alors il y a c'est des preuves de ça? ouais, bien sûr et c'est pas des ni des infirmiers, ni des enseignants qui dispensent ce genre de cours-là, Pour le seuls coup, en tout cas. pour le coup, il y avait un complément d'enquête qui est sorti. C'était une infirmière scolaire qui avait donné ce cours et qui avait été ensuite attaquée par notamment le collectif de parents d'élèves qui avait été créé par Eric Zemmour. Il y a eu un complément d'enquête qui est sorti sur ça il y a Ouais. quelques jours là. Et ben, justement, c'est ce collectif-là de parents, d'élèves, bon, c'est Éric Zemmour a fait aussi son concept, mais il y en a d'autres, des collectifs qui sont, apolitiques, qui se font de façon territorialisée, de parents d'élèves qui ont déjà fait remonter ce type de sujet-là, notamment, sur des cours qui étaient dispensés, non pas par des enseignants ni des infirmiers, mais par des cours ou en tout cas des modules qui sont faits vraiment par le planning familial et des associations qui sont militantes. Donc oui, ça, les retours, on les a de la part, directe des parents d'élèves. D'accord. Et alors, le terme, il me semble pas que tu l'aies utilisé sur le sujet, mais on m'a posé la question dans le chat, parce que bon, certains de tes collègues l'ont évoqué, ou tu as pu l'évoquer à d'autres occasions, mais là tu l'as pas évoqué, le wokisme. Ouais. C'est quoi ta définition du wokisme? Le wokisme, c'est, toute la démarche de déconstruction de la société occidentale, sur des bases qui sont, communautaristes et déshumanisantes. Pour moi, c'est ça. C'est donc, essayer de faire en sorte que en espèce, si on parle juste de la France, de faire en sorte, que tout ce qui représente, l'histoire, glorieuse de la France, soit mis sous le tapis. Hem
qu'on fasse monter toutes les questions communautaristes sur le territoire et aussi qu'on déshumanise les gens, c'est-à-dire qu'on remette en question absolument tout ce que moi je considère être la normalité de l'être humain et les faits biologiques les plus évidents du monde. Voilà. D'accord. Et est-ce que, comment dire, enfin, pour revenir du coup à ce qu'on a dit sur Max Brisson, qu'est-ce que t'en penses de la réaction d'Anne Jeuneté, donc, qui derrière vient directement réagir et désavouer son ministre délégué d'une certaine façon? Parce que c'est ce qui se passe, c'est le ministre délégué Ouais. qui a répondu à la QAG et donc délégué à la ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'ils se court-circuitent entre eux? Est-ce que c'est parce que ce Oui, bah gouvernement, oui. pour toi, du coup, ça va dans cette logique que tu dénonçais au début, que le gouvernement n'a ni queue ni tête parce que Mm. c'est des gens qui ne pensent pas les mêmes choses. Bah, c'est Que... ça. Non, mais oui, c'est ce que je disais au début. Moi, ça m'étonne pas du tout qu'elle ait eu ce type de réaction-là, parce que précisément, on a fait en sorte que dans chaque ministère, il y ait des personnes qui pensent de façon contradictoire. Donc, ça m'étonne pas, et puis, c'est même pas. Enfin, ça se commente même pas, parce qu'en fait, ça fait pas du tout avancer ni le débat, ni la politique française. Donc, voilà, c'est juste des effets d'annonce contradictoires et ridicules sur un sujet qui est aussi important quand même. D'accord. Euh, Est-ce que tu as encore beaucoup de temps à nous accorder ou tu as quelque chose de prévu rapidement? J'ai encore 5 minutes, ouais. Alors, sur deux derniers sujets, Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie le RN de l'UDR? Ah, les dernières grandes questions. Ah, quelles sont vos différences? Pourquoi adhérer à l'UDR et pas au RN? Alors, déjà, je dirais pas pourquoi adhérer à l'UDR et pas au RN, je vous dirais adhérer, aux 2 si vous Ah, c'est voulez. possible. C'est Ouais, c'est possible d'adhérer aux possible. deux. D'accord. Ouais et qu'est-ce qui différencie? Le point principal, c'est, tout l'aspect économique. Le RN aurait plus tendance, notamment à défendre, en priorité, ça veut pas dire qu'elle défend seulement ça, mais en priorité les intérêts, des travailleurs, là où nous, on a, un point d'appui, qui est plus important sur, les entrepreneurs, ceux qui créent de la richesse, parce qu'on a toute cette philosophie, libérale de se dire que le capital ensuite, ira en s'écoulant aussi sur les travailleurs. C'est le point, principal, voire le seul en fait, point de différence entre le Rassemblement national et l'UDR. Il y a peut-être aussi un petit sujet, identitaire où nous on est beaucoup plus sur, ces questions-là, tu le disais tout à l'heure, par exemple, sur la lutte, contre le wokisme, l'UDR est un peu plus impliqué, là-dessus, que le Rassemblement national. Voilà. Et alors, du coup, là, tu me donnes deux sujets. Bon, je vais faire un parallèle peut-être douteux, mais tu vas me dire si voilà. Il y avait une comparaison Reconquête RN à l'époque où on disait que Reconquête était beaucoup plus identitaire, que Ouais. Reconquête ça appuyait beaucoup plus sur, on va dire, l'aspect bourgeoisie, entreprise, était beaucoup moins populaire dans l'idée, dans ses propositions. Est-ce que l'UDR remplace pas un peu Reconquête aujourd'hui? Alors, remplacer, je sais pas, puisque, bah, pour l'instant, on a des élus au parlement, là où Reconquête n'a jamais réussi à en avoir. Après, c'est vrai que oui, sur certains points, on se rejoint, mais on n'est pas du tout en compète, en fait, avec des partis de droite. En tout cas, moi, c'est absolument pas mon cas. Je considère que tous les patriotes doivent se retrouver. Donc si on partage des valeurs communes avec Reconquête, c'est tant mieux. Mais il faut juste qu'à un moment donné, on soit capable de s'entendre pour arriver à la victoire, tout simplement. D'accord. Et dernière question, et je vais te laisser sur ça. Enfin, avant-dernière, je t'en poserai une dernière après. Euh, OK. Là, il va y avoir 49.3 qui est censé être déposé aujourd'hui sur le PLFSS. Est-ce que vous avez déposé une motion de censure? Et si elle ne passe, enfin, j'imagine qu'elle sera commune avec les RN. Et si elle passe pas, est-ce que vous voterez la motion de censure du nouveau Front populaire? Je pourrais pas te donner la réponse là. Ce qui est sûr, c'est que nous, Dans la on situation censurera actuelle, s'il n'y a pas dans la d'évolution. s'il y a pas d'évolution, oui, on suivra le Rassemblement national et on censurera le gouvernement, donc peu importe la façon, puisqu'on considère vraiment que le budget qui est proposé pour les Français, il serait catastrophique. Vraiment, tout le monde en souffrirait énormément et on le voit encore aujourd'hui. Plus ça avance dans ce budget-là et plus il y a des catégories de professions, de personnes qui se rendent compte qu'ils vont être touchées. Là, chez moi en Isère, il y a une grosse manifestation d'artisans taxi, typiquement, dont on va baisser certains revenus. Donc oui, nous, on a tout intérêt à ce que ce budget-là ne soit pas appliqué.
Et ensuite sur la forme, que ce soit la gauche ou nous, qui la déposons, on suivra, mais c'est quand même assez culotté de la part de la gauche de vouloir censurer un gouvernement sur la base du budget, quand on voit que, tous les amendements qu'ils ont proposés sur le budget, c'était aussi de la création d'impôts. Ils ont même doublé, les impôts, qui étaient proposés déjà par le gouvernement, donc bon, c'est de la mauvaise foi, mais si au bout du bout, on peut arriver quand même à sauver un minimum, d'intérêt pour les Français, ben, on le fera, en responsabilité parce que c'est ce qui nous intéresse. D'accord. Et ultime question, du coup, et je te libère. Euh, Si tu devais déposer une PPL, ou si tu devais être leader d'un texte durant la niche UDR, bon, d'ici qu'il n'y ait pas de dissolution d'ici là, mais ça serait sur quelle thématique? Et pourquoi? Ce serait sur une thématique sécuritaire, je pense. Parce que moi, je suis très intéressée, bah, venant de Grenoble, évidemment, par les zones de non-droit. Il y a quand même certains quartiers où aujourd'hui la loi ne s'applique plus. Et donc, ce serait une PPL globale, je pense, sur les quartiers dits prioritaires de la ville, pour faire en sorte de remettre de l'ordre là où la République est partie. D'accord. Bah écoute, je te remercie pour tes réponses, pour ton Merci honnêteté. à toi Hein. pour l'invitation. Je pense que ça va je trouve. Tu as été assez cash dans tes propos, je t'en remercie. Et c'était un plaisir de t'inviter et peut-être au plaisir que tu reviennes toi ou un de Ouais. tes camarades de groupe. Voilà. Ok, allez, à À bientôt, bientôt, bonne bonne journée. journée et bon courage. Au revoir. Merci.